En 2015, les ministres des Finances réunis au sein du G20 ont créé la TCFD, une commission dédiée à favoriser la transparence de l'information financière sur le climat. Cette commission s'est intéressée aux questions de gouvernance, aux questions de stratégie et aux questions de risques liés au climat. En 2017, ce sont les superviseurs bancaires, assurantiels et les autorités de marché qui créent un réseau appelé le NGFS, qui s'intéresse aux liens entre climat et stabilité financière. Tous ces acteurs s'intéressent désormais au climat. Pourquoi ? Vivre dans un monde compatible avec l'accord de Paris, qu'est-ce que ça veut dire ? Rappelons déjà les objectifs de l'accord de Paris. L'accord de Paris de 2015 comporte 3 objectifs. Premier objectif, maintenir l'augmentation de température au niveau mondial en dessous de 2 degrés, nettement en dessous de 2 degrés, et poursuivre nos efforts pour le maintenir en dessous de 1,5 degré. Deuxième objectif, favoriser la résilience au changement climatique et promouvoir un développement bas carbone. Troisième objectif, aligner les flux financiers avec les 2 objectifs précédents. Sous-entendu, nous sommes peut-être aujourd'hui, en 2015, dans un monde dans lequel les flux financiers ne sont pas complètement alignés avec les 2 objectifs précédents. Quand on parle de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et même à 1,5 degré, très concrètement, ça veut dire ramener les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial à 0 en termes nets avant la fin du XXIe siècle. Le monde, dans son ensemble, ne devra plus émettre de gaz à effet de serre, les rares émissions résiduelles étant compensées par une séquestration équivalente de CO2. Conclusion, il va falloir qu'un certain nombre d'activités, toutes les activités économiques changent pour devenir compatibles avec cet objectif dit net zéro. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Certaines activités sont incompatibles avec un tel monde, d'autres activités vont devoir émerger, mais on peut se poser la question typiquement de la compatibilité d'un objectif net zéro avec un certain nombre d'actifs, par exemple des centrales au charbon, des véhicules à moteur thermique, de l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, etc., etc. Deuxième objectif, favoriser la résilience au changement climatique. Même à 1,5 degré ou 2 degrés de changement climatique, de réchauffement, nous aurons des impacts du changement climatique à gérer, des impacts divers et variés, mais qui fondamentalement vont également avoir des impacts économiques. Et la même chose, on peut se poser la question des impacts sur les activités centrales thermiques au charbon, par exemple, qui ont besoin d'eau pour tourner, sur la mobilité, sur les infrastructures de transport, et également de l'impact sur le logement, sur les formes urbaines et sur l'agriculture. Les risques physiques résultent de l'impact du changement climatique sur les agents économiques. On peut donner 3 exemples de risques physiques. Ce sont d'abord, par exemple, les événements extrêmes. C'est ceux qui font la une des journaux, qu'on voit sur les chaînes d'infos en continu. Ça peut être les tempêtes, ça peut être des sécheresses, ça peut être des épisodes Cévenol, par exemple. Et donc ça, ce sont des choses qui vont avoir des impacts à peu près évidents sur l'activité économique. D'une part, parce que cela peut détruire, par exemple, des infrastructures, donc les rendre inutilisables, générer une perte d'exploitation. Et ensuite, il va falloir reconstruire l'infrastructure pour la rendre à nouveau utilisable. Deuxième type d'exemple, ce sont les modifications graduelles du climat dans le temps long. On peut penser par exemple à l'augmentation de la température, on peut penser à la modification des régimes hydriques, on peut penser à l'augmentation du niveau de la mer. Pareil, cela va avoir des impacts. Si la mer monte, il faut déplacer des infrastructures, les déclasser peut-être prématurément, les reconstruire un petit peu plus loin. Si les sécheresses se prolongent, cela peut vouloir dire déplacement d'activités agricoles, etc. Troisième exemple, ce sont les surprises climatiques, c'est-à-dire les choses qui se passent des fois, mais qui arrivent au mauvais moment, ou pas au moment où on les attendait, et sur les chaînes d'infos en continu, ça se traduit en général par des gens qui sont interviewés et qui disent « Ah, on n'avait jamais vu ça ». Ça peut être un épisode Cévenol dans des régions où il n'y en avait pas jusqu'à présent. Cela peut être également des feuilles, par exemple, qui tombent de façon prématurée. Un stress hydrique, les feuilles tombent sur les voies, et cela a pour effet de ralentir le trafic ferroviaire et donc de générer des impacts climatiques. Cela peut également être un coup de froid après un printemps doux qui génère des pertes agricoles. Et donc, encore une fois, à chaque fois, on voit « Ah, on n'avait jamais vu ça » ou « On n'avait jamais vu ça ici » ou « On n'avait jamais vu ça en cette saison ». Le climat de demain ne va pas être celui d'aujourd'hui. Et je peux tout de suite moduler en disant que le climat d'aujourd'hui a déjà des impacts du changement climatique, mais cela va aller en grandissant dans les prochaines années. Il y aura davantage d'impacts, davantage de surprises climatiques. En un mot commençant, il va falloir se préparer à être surpris et anticiper le climat de demain qui aura des fréquences d'événements extrêmes qui seront peut-être accrues,
qu'il y aura également des moyennes qui vont se déplacer, des températures plus chaudes, etc. et peut-être des surprises qui arriveront en escadre. Les risques de transition résultent de l'impact de la transition vers une économie zéro émission nette sur les acteurs économiques. Ces risques peuvent être de plusieurs natures. On peut penser par exemple aux risques de politiques publiques qui vont modifier les politiques et donc modifier les comportements des agents. On peut penser également aux risques dits techno, c'est-à-dire l'irruption de nouvelles technologies ou la baisse de coûts de technologies concurrentes. On peut également penser aux risques dits de marché, c'est-à-dire les modifications des préférences des consommateurs ou des utilisateurs des biens produits par une entreprise. Pour illustrer un petit peu tout ça, sur les risques, disons, de politique publique, on peut penser à l'introduction d'un prix du carbone qui va renchérir le prix des énergies fossiles et rendre les énergies renouvelables plus compétitives. On peut penser à l'introduction de normes sur les véhicules, à l'introduction de normes dans l'aménagement du territoire du type zone à faible émission, etc., etc. On peut également penser, si on passe du côté des risques technologiques, à l'irruption de nouvelles technologies. L'exemple un petit peu emblématique du risque de transition, c'est Kodak. Ce n'est pas lié du tout à la transition écologique. Kodak a disparu parce qu'en fait, ils n'ont pas anticipé l'irruption d'une technologie concurrente à l'argentique, qui était le numérique. Sur la transition écologique, on pourra avoir le même type de choses, avec notamment les baisses des prix et des coûts du renouvelable. On pourra avoir finalement les renouvelables qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres technologies, notamment fossiles. Troisième exemple pour illustrer les modifications des préférences des marchés, on peut penser notamment à la baisse de consommation de viande, la viande étant jugée, en tout cas dans les pays développés, quelque chose qui est relativement incompatible à l'échelle qu'on connaît aujourd'hui avec un monde 2 degrés ou 1,5 degré. Et donc on voit que les consommateurs tendent à consommer moins de viande et notamment de viande rouge. Deuxième exemple, le Fluxcam, vous savez, cette honte de prendre l'avion initiée en Scandinavie qui finalement conduit les consommateurs à se détourner du mode de transport qu'est l'avion au motif de son incompatibilité avec un monde zéro émission nette, un monde 2 degrés. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un certain nombre d'actifs, d'activités qui vont être incompatibles avec un monde 2 degrés, 1,5 degré. Et notamment, on ne va pas pouvoir extraire du sol tous les combustibles fossiles qui s'y trouvent si on veut respecter la barrière des 2 degrés, 1,5 degré, ce qui pose des questions sur la valorisation des actifs qui utilisent aujourd'hui des combustibles fossiles. Ce n'est pas simplement les compagnies qui vivent d'oil and gas, du pétrole, mais c'est finalement l'ensemble de l'économie. 80% de nos économies, de l'énergie qu'on utilise, c'est de l'énergie fossile. Donc c'est l'ensemble de notre économie qui va être touchée. Et quand on essaye de chiffrer en termes de coûts que représentent ces risques de transition, le réseau des superviseurs bancaires, assurantiels et des autorités de marché apporte là aussi des éléments de réponse. Leur conclusion est que plus la transition va être ordonnée, plus les coûts seront faibles. Quand on parle de transition ordonnée, ça veut simplement dire qu'elle sera anticipée, prise en compte à la fois par les pouvoirs publics et par les agents économiques. Que peut-on retenir sur ces éléments, sur les risques? On peut prendre le problème par n'importe quel bout, il va falloir traiter à la fois les risques de transition et les risques climatiques. Ce n'est pas fromage ou dessert, ça va être fromage et dessert. Quoi qu'on fasse, il va falloir régler les risques de transition afin d'être dans un monde neutre en carbone, zéro émission nette, et donc de faire en sorte que le climat ne se réchauffe pas trop. Et même si on arrive à faire ça, il va falloir régler également le risque physique avec des impacts physiques qui sont à attendre, même dans un monde qui se réchauffe de 1,5 degré ou de 2 degrés. Donc encore une fois, fromage et dessert, il va falloir faire les deux, et c'est à vous de travailler sur ces risques.